Mikili Live. Observé autour de la famille biologique du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Un journaliste de cette chaîne de Radio France Internationale, M. Boniface Villon, je crois, sans citer ses sources, s'est livré à un commentaire véritablement assassin et digne d'un roman noir sur de prétendus assassinats ou de menaces d'assassinat d'une flopée de prétendus demi-frères, demi-sœurs du président de la République. Il a cité notamment Étienne Kabila Taratibou, présenté comme le demi-frère, qui aurait échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et qui vient d'être arrêté par la police sud-africaine pour cette participation à l'opération terroriste dirigée contre notre pays. Il a parlé de Aimé Kabila, présenté comme demi-sœur du président, assassinée en 2008 à Kinshasa. Et il a parlé d'une Hortense Kabila, présentée aussi comme demi-sœur, assassinée à Lubumbashi, selon lui, par des éléments de la garde républicaine. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens à vous dire que ces informations sont totalement dénuées de fondement. Aussi bien en ce qui concerne les liens de filiation entre les intéressés et le défunt président Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État congolais, que en ce qui concerne une quelconque responsabilité des autorités congolaises dans le crime, un seul. Il a parlé de plusieurs crimes en réalité. On s'est trouvé en face d'un seul crime commis contre un des trois cités. Commençons par celui qui se présente depuis l'avènement de Joseph Kabila à la magistrature suprême en 2001 comme Étienne Kabila, fils naturel de Mzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons pu savoir de sources sûres, confirmées, que ce monsieur n'est autre que monsieur Étienne Kitsa, K-I-T-S-A, c'est son nom, Étienne Kitsa. Il est né en 1967 à Moba, de l'union entre M. Raphaël Kianzoluku, un ancien révolutionnaire lumumbiste, originaire du Bandundu, donc vous voyez aucune filiation avec l'ancien président qui venait lui du Katanga, un proche de Léonard Mitoudidi, grand révolutionnaire, proche de Pierre Moulélé et même de Mzé Laurent Désiré Kabila, et qui est allé à la rescousse du PRP à Moba et qui a disparu en 1967 dans les geôles du régime de la Deuxième République de Mobutu. Et sa femme, c'était Madame Françoise Kitsa Kikapu, qui elle venait du Sud Kivu. Et la petite histoire renseigne que Étienne a reçu le nom de sa mère, de sa grand-mère, plutôt que le nom de son père, à la suite d'un grave différend familial entre son père et sa mère. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa mère a été accusée par tout le monde à Moba d'avoir en fait livré son mari au service de sécurité du président Mobutu en 1967. Son mari ayant été assassiné, elle sera, et là c'est vrai, effectivement nommée membre du bureau politique du MPR, le parti du président Mobutu. Raison pour laquelle les liens ont été rompus entre l'homme et la femme, ce qui obligera la femme à donner le nom de son père à elle, Madame Kitsa, à son fils. Et c'est ainsi qu'il s'appelait Étienne Kitsa, et non pas Étienne Kabila.
Les revendications du soi-disant Étienne Kabila Taratibou ont par ailleurs quelque chose d'assez irrationnel. Premièrement, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était le mieux placé pour reconnaître ses propres enfants, n'a jamais présenté le sieur Étienne Kitsa à qui que ce soit en qualité de son fils, de son vivant. C'est facile de revendiquer ou d'imputer des filiations ou des choses à une personne qui n'est plus de ce monde, pour répondre. Deuxième irrationalité. Mzee Kabila avait quitté le Nord Katanga en 1964. Il n'a donc pas pu y avoir un fils naturel né en 1967, 3 ans après son départ de la région. Troisième irrationalité. Alors que Mzee Laurent Désiré Kabila était au pouvoir depuis 1997, ce Étienne Kabila attendra patiemment l'assassinat de celui qu'il considérait comme son père, 4 ans après la prise de pouvoir, et il attendra la désignation subséquente de Joseph Kabila à la tête des institutions transitoires de l'État pour sortir du bois, prétendre être l'aîné des Kabila, contester même les liens de filiation du nouveau chef d'État congolais avec son prédécesseur. Quatrième irrationalité, la politisation de cette prétendue revendication de paternité donne à croire faussement que la dévolution du pouvoir dans l'ordre juridique congolais serait basée sur une succession filiale, alors que nous ne sommes pas en monarchie, nous sommes dans une république. D'où vient cette importance du fait que tel était le fils de l'ancien président, comme si on ne devient président au Congo que du fait d'avoir été fils d'un ancien président. 2001, c'était un accident, un assassinat a eu lieu, il fallait quelqu'un qui maîtrisait l'armée, les institutions ont jeté leur dévolu sur un général qui était le fils de l'ancien président. Mais pourquoi les gens s'agitent autour du fait que quelqu'un était le fils d'un ancien président? Qu'est-ce que ça peut indiquer? Quant à la demi-sœur, Aimé Kabila, prétendue demi-sœur, il s'agit en réalité de Madame Aimé Moulengela, fille d'un sergent Moulengela de l'ancienne gendarmerie nationale qui était basée à Kipushi, au Katanga. On en sait assez sur cette personne aujourd'hui pour signaler qu'elle a été mariée à l'âge de 15 ans par un officier de la garde civile qui s'appelait Mazangala. Elle quittera cet officier de la garde civile après lui avoir donné 4 enfants. Et pour se faire attribuer un passeport diplomatique, après l'arrivée au pouvoir des autorités actuelles, elle prétendra être Aimé Kabila, fille du président Laurent Désiré Kabila, et obtiendra même un passeport diplomatique. Mais ce n'est pas parce qu'elle a obtenu fallacieusement un passeport auquel elle n'avait pas droit qu'elle devient la fille de Mzee Laurent Désiré Kabila. Sous cette identité, c'est-à-dire de Aimé Kabila, fille de Mzee Laurent Désiré Kabila, elle s'est mise en ménage avec un certain Barakouda, bien connu dans les milieux interlopes de Kinshasa, qui cherchait, lui, à se rapprocher de la famille présidentielle, pour des raisons particulières. Et des sources proches du dossier qui a été ouvert après l'assassinat effectif de Aimé Kabila en 2008, estime que c'est le fameux Barakouda qui, après avoir investi d'énormes sommes, croyant avoir affaire à la sœur du président, qui, découvrant la supercherie, aurait été incapable de se maîtriser et se serait vengé en éliminant physiquement sa copine. C'est en tout cas la voie que les autorités judiciaires ont dégagée après enquête sur l'assassinat effectif de Aimé Moulengela, qui n'était pas Aimé Kabila. Elle a trompé les gens au service des passeports, elle a trompé son amant et apparemment celui-ci ne l'a pas supporté. S'agissant de Hortense Kabila, celle que RFI a présentée hier comme ayant été assassinée par des éléments de la garde républicaine à Lubumbashi, il s'agit effectivement d'une parente, sans être demi-sœur, mais c'est une parente du chef de l'État congolais, mais qui n'a été assassinée par personne.
pour la simple raison que Hortense Kabila est bel et bien vivante, comme chacun d'entre nous. Elle se trouve même à Londres, en Grande-Bretagne, où elle suit des soins médicaux. Envoyée pour y suivre des soins médicaux par celui qu'on prétend l'avoir assassiné. Et hier, sa mère, à Lubumbashi, a décidé de porter plainte contre RFI pour cette information qui a failli lui coûter la vie parce qu'elle est tombée en syncope en apprenant que sa fille avait été assassinée alors qu'elle n'était pas assassinée. Le gouvernement proteste vivement, une fois de plus, contre cette légèreté dont a fait preuve le journaliste de RFI pour avoir traité une information fausse et avoir donné une consistance de mauvaise aloi à des rumeurs malveillantes et sans fondement contre un chef d'État. Nous aurons à le dire au nom du gouvernement de la République, aux hauts responsables des médias publics français que nous nous apprêtons à recevoir dans les prochains jours à Kinshasa pour une séance de travail. Nous exprimerons aussi en cette circonstance toutes nos réserves face à ce qui nous apparaît de plus en plus sur RFI comme une véritable apologie de la rébellion du M23. Vous savez, depuis hier, on nous raconte le M23. On nous montre comment il fait beau vivre dans des territoires occupés de notre pays. Demain, on va nous mettre encore un reportage sur le camp de Rumangabo. On nous dira que c'est bien propre, que ces gens ont des tenues parfaites. Mais un assassin n'est-il plus un assassin parce qu'il a une tenue propre? Est-ce qu'on doit faire l'apologie du crime dans un pays qui appartient à une communauté internationale qui a étiqueté le M23 comme association criminelle? Est-ce que journalistiquement, cela peut se faire? Nous aurons à le dire et nous aurons à défendre notre pays chaque fois qu'il le faudra. Nous ne laisserons plus jamais personne venir banaliser des situations qui sont totalement inacceptables. Deuxièmement, nous avons quelques suites de la nouvelle rébellion du Sud Kivu, dont nous avons parlé ici lors de notre dernière rencontre. Nous avions évoqué un compatriote qui s'était présenté comme le nouveau seigneur de guerre du Sud Kivu, le sieur Gustave Bagayamukwe. C'est un ex-cadre de la Banque centrale du Congo qui a été attrait en justice pour diverses malversations par la banque. Mais c'est aussi et peut-être surtout le candidat malheureux numéro 154 de la liste des élections législatives de la ville de Bukavu. Il a eu des problèmes à la Banque centrale, il n'a pas été élu en 2011 et il n'a pas trouvé mieux pour digérer sa double déconvenue que de se proclamer chef d'un assemblage de milices dénommé Union des forces révolutionnaires du Congo pour déstabiliser les institutions légitimes de notre pays. Pour vous donner une idée précise sur le personnage, laissez-moi vous dire que M. Bagayamukwe a été jusqu'à septembre 2010 directeur adjoint, c'est-à-dire numéro 2, du service informatique de la Banque centrale du Congo. Que le 17 septembre 2010, la Banque centrale du Congo a connu ce que son gouverneur Jean-Claude Massangou avait appelé à l'époque au cours d'un point de presse un crash informatique majeur. C'est en fait un sabotage très professionnel, gravissime, de l'intérieur de l'établissement qui avait bloqué tout le système de la Banque centrale. Tous les câbles des caméras de surveillance avaient été sectionnés. Le système de contrôle des badges, des entrées et sorties, ont été débranchés. Le système dit de backup, qui permet de dédoubler les données de la banque, a été bousillé intentionnellement. Et ce n'est que grâce à la coopération de la Banque des États de l'Afrique centrale et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest que la Banque centrale du Congo a pu reconstituer au prix fort ces systèmes de sécurité. Les enquêtes qui avaient été diligentées à l'époque avaient permis d'identifier clairement Gustave Bagayamukwe comme auteur de ce sabotage. Il sera donc révoqué de la Banque centrale du Congo et mis à la disposition de la justice. Profitant peut-être des lenteurs ou de la gestion bureaucratique de certains espaces judiciaires,
il s'en est allé tranquillement, en 2011, à Bukavu, chercher les suffrages de la population pour devenir député national, certainement pour se mettre à l'abri des poursuites. Il a perdu les élections, et donc la deuxième tentative pour se mettre à l'abri des poursuites, c'est de s'annoncer dans une nouvelle carrière de seigneur de guerre. Dieu merci, cette carrière n'a pas duré, parce que je vous confirme ce que vous savez déjà, à savoir l'arrestation du sieur Bagaya Moukoué depuis dimanche 10 février à Ouvira par les forces de sécurité de la République. Là, le gouvernement voudrait ici louer l'efficacité de ces forces de sécurité. Ce nouveau seigneur de guerre, dont les premiers éléments d'enquête confirment plusieurs mouvements en direction d'un pays voisin, est actuellement et depuis dimanche même à Kinshasa sous bonne garde. Il a également participé, selon des sources concordantes, à l'assemblée constitutive de son mouvement, l'UFRC, qui, contrairement à ce que nous avions pensé lors du dernier point de presse, n'a pas eu lieu à Bukavu, mais bien à Bunagana, dans la partie du Nord Kivu occupée. Ce qui nous permet de dire que UFRC égale M23, puisque c'est à Bunagana, dans les locaux du M23, en présence du M23, que l'UFRC a été porté sur ses fonds baptismaux par une vingtaine de personnes recrutées à partir de la province du Sud Kivu, mais qui sont arrivées à Bunagana en passant par un pays étranger. Il se préparait à revendiquer des attaques contre les grandes agglomérations du Sud Kivu, dans le style de ce qui avait été observé au Nord Kivu, avec le M23. D'autres attaques, et M. Bagaya Moukoué allait revendiquer, exactement comme d'autres attaquaient Goma, et M. Runiga et les autres revendiquaient. Mais nos services ont pu le fixer depuis ses pérégrinations à l'étranger, l'ont suivi et procédé à son interpellation alors qu'il est rentré au pays sous une fausse identité. La suite de l'enquête déterminera la nature exacte et l'étendue du réseau et des activités de M. Bagaya Moukoué contre notre pays. En agissant comme il l'a fait, notre compatriote Bagaya Moukoué a enfreint le Code pénal congolais en ses articles 133 et 135 qui définissent et sanctionnent l'infraction de rébellion. Il devra de ce fait affronter la justice de son pays pour répondre de ses actes. Le gouvernement se félicite encore une fois du travail abattu par ses services et estime que l'arrestation de Bagaya Moukoué et de ses 5 compagnons devrait dissuader tous ceux qui croient que la République démocratique du Congo est un terrain ouvert pour toutes les aventures criminelles imaginables. La rétribution judiciaire devra désormais passer systématiquement pour de tels cas, de manière à faire que l'avenir de notre pays puisse ne plus dépendre des seigneurs de guerre et des aventuriers en quête d'un positionnement personnel. La lutte contre l'impunité doit pour cela devenir implacable. La République démocratique du Congo n'est pas une jungle. Beaucoup l'apprendront désormais à leurs dépens. Et comme j'ai eu à le dire et à le redire, le temps des primes aux rébellions, le temps des primes à la guerre est bel et bien révolu. Qu'on se le tienne pour dit. Nous allons enfin parler de l'enlèvement de 8 civils à Béni, dans le Nord Kivu. Les groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, continuent à faire des ravages dans le Kivu et à y s'aimer la mort et la désolation parmi de paisibles populations congolaises. Nous relevons ici cet énième enlèvement de Congolais en territoire de Béni, samedi 9 février, aux environs de 15 heures locales. 8 civils ont été enlevés à Kanana, à 15 km d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, alors qu'ils s'adonnaient à l'extraction d'huile de palme dans un champ. Des hommes et des femmes,
M. Mouindo Amissi et son épouse, M. Sumbu Mudjao et son épouse, Mouindo Kidiaba, Makamba Kambale, Kapapa Kivakima, Palikende Kianzala, sont tous encore entre les mains de leurs kidnappeurs. Les auteurs de cet enlèvement ont été identifiés comme appartenant probablement au groupe armé ougandais ADF Nalu, une rébellion considérablement réduite par les opérations de FARDC avec l'appui de la MONUSCO, mais dont les forces résiduelles continuent à frapper nos populations. L'enquête qui a cours actuellement permettra de déterminer la localisation exacte des preneurs d'otages et de leurs victimes. Pour le gouvernement, cette situation récurrente dans ce territoire, comme dans tous les autres du Nord Kivu, constitue des abus inacceptables aux droits de l'homme. Nous allons accroître la puissance d'intervention des forces armées contre ces milices, qu'elles soient d'origine congolaise ou étrangère. La multiplication de tels incidents confirme par ailleurs que la brigade internationale, qui a parmi ses missions celle de neutraliser toutes ces forces négatives qui endeuillent l'Est de la République démocratique du Congo et font souffrir nos populations, est une solution des plus convenables pour mettre fin, une fois pour toutes, à la spirale de la violence qui étouffe l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi, le gouvernement se félicite-t-il de ce que lors de son dernier sommet à Maputo, auquel a pris part le chef de l'État Joseph Kabila, la SADC ait finalement officialisé sa décision de commettre 4000 hommes de troupes pour cette brigade internationale d'intervention. Il va de soi qu'en tant que premier responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République et sa force, les forces armées de la République démocratique du Congo, ne ménageront aucun effort pour traquer, réprimer et éradiquer ces criminels. C'est ici pour le gouvernement l'occasion d'exprimer toute sa gratitude à tous les pays, à toutes les organisations internationales qui s'impliquent activement dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs, et dans la restauration de l'autorité de l'État, là où les bandes armées l'avaient mise à mal. Et nous citons un seul exemple, pour ne pas avoir à ressasser toutes les initiatives dont nous avons déjà eu à parler ici même. Nous citons le Reward for Justice Extension, déclaration de récompense pour la justice, qui a été signée récemment par le président américain Barack Obama et qui offre 5 millions de dollars de récompense à toute personne qui arrêtera ou facilitera l'arrestation de Bosco Ntaganda et les autres commandants du M23, qui arrêtera ou facilitera l'arrestation des seigneurs de guerre ougandais Joseph Kony et ses lieutenants de la LRA. Je vous remercie pour votre aimable attention.